La neige tombait sans relâche sur les toits gris et les trottoirs glissants du quartier Montplaisir à Lyon. C'était une de ces nuits où le silence semblait plus lourd que l'air glacé, et chaque souffle se transformait en un petit nuage de buée suspendu dans l'obscurité. Dans un petit appartement au dernier étage d'un immeuble ancien, Claire Moreau tirait l'aiguille avec une précision presque mécanique, les yeux fatigués par la lumière jaunâtre d'une lampe de bureau. Le chauffage peinait à réchauffer la pièce, et elle avait gardé son manteau sur les épaules, les doigts engourdis malgré les gants coupés au bout pour mieux travailler. Âgée de 38 ans, Claire vivait seule avec ses 2 enfants, Léa, 6 ans, et Paul, 8 ans. Depuis la mort soudaine de son mari 3 ans plus tôt, elle n'avait jamais eu une journée facile. Couturière à domicile, elle assemblait des ourlets, retouchait des vestes, cousait des rideaux et, parfois, créait des robes sur commande. Mais ces commandes se faisaient rares en hiver, et son dernier virement avait à peine suffi pour payer la moitié du loyer. Elle avait renoncé à remplacer le vieux radiateur, espérant que les couvertures suffiraient encore une saison de plus. Dans la chambre attenante, les enfants dormaient l'un contre l'autre, emmitouflés sous 2 couettes. Claire les avait bordés comme chaque soir, le cœur lourd mais déterminé. Il lui restait encore 2 chemisiers à finir pour le lendemain, destinés à une cliente exigeante du centre-ville. Elle soupira, se redressa et reprit le fil avec acharnement. Puis, soudain, un bruit sec. 3 coups frappés à la porte d'entrée, discrets mais fermes. Elle se figea, tenant l'aiguille en suspens, le cœur accélérant sans raison. Qui pouvait bien venir à cette heure? Il était presque 11 heures du soir. Elle se leva lentement, en silence, traversa le couloir sombre et approcha la porte. Elle regarda par le judas, mais tout était flou à cause de la condensation. Une ombre, un mouvement. Une voix, basse mais claire, traversa le bois. « S'il vous plaît, je ne veux pas de problème. J'ai juste besoin d'aide. 1 minute. S'il vous plaît. » Claire hésita. Tout en elle criait prudence. Elle vivait dans un quartier modeste, parfois trouble, et elle était seule avec 2 enfants. Mais cette voix ne semblait ni agressive ni insistante. Elle retira lentement la chaîne de sécurité et ouvrit légèrement la porte. L'homme qui se tenait devant elle était couvert de neige. Son manteau, autrefois probablement élégant, était trempé et souillé par la boue des trottoirs. Ses cheveux bruns collaient à son front. Ses joues étaient rougies par le froid, et ses lèvres tremblaient. Il n'avait ni sac, ni gants, ni écharpe. Juste un regard. Un regard qui n'appartenait pas à un mendiant, ni à un homme perdu dans l'alcool ou la drogue. Un regard droit, calme, mais désespéré. On m'a agressé tout à l'heure. On m'a volé mon portefeuille, mon téléphone. Je n'ai nulle part où aller. Juste un endroit au chaud pour la nuit, je vous en supplie. Je peux partir dès demain matin. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle observa son visage, ses traits tirés, sa posture affaissée, mais digne. Il ne semblait pas mentir. Et malgré toutes les alarmes de son esprit, quelque chose en elle, une vieille habitude de générosité qu'aucune misère n'avait encore étouffée, prit le dessus. « Vous avez faim ?» demanda-t-elle simplement. L'homme hocha la tête, presque imperceptiblement. Elle ouvrit la porte en grand, se décala pour le laisser entrer, referma derrière lui. Il resta un instant immobile, comme surpris par l'invitation, puis se déchaussa sans qu'elle le lui demande, laissant derrière lui des empreintes humides sur le carrelage. « Je m'appelle Claire, » dit-elle. « Antoine, » répondit-il après une pause, en ôtant lentement son manteau trempé. Le silence reprit sa place dans la pièce, seulement troublé par le sifflement du radiateur et le tic-tac de l'horloge murale. Claire alla chercher une couverture dans la chambre des enfants, l'installa sur le canapé du salon et prépara une soupe instantanée dans une petite casserole cabossée. Antoine la remercia sans effusion, mais avec une politesse mesurée qui contrastait étrangement avec son apparence misérable. Elle l'observait du coin de l'œil pendant qu'il mangeait lentement, les mains serrées autour du bol, comme pour se réchauffer davantage. Ce n'était pas un sans-abri comme les autres. Il ne ressemblait pas à un homme brisé. Il y avait quelque chose dans sa façon de s'asseoir, de remercier, même de souffler sur la soupe, qui détonnait. Une manière d'être que Claire n'associait pas à ceux qui dormaient sous les ponts. Lorsqu'elle lui souhaita bonne nuit et rejoignit sa chambre, elle ne parvint pas à fermer l'œil tout de suite. Elle écoutait les bruits du salon, tendus, mais rien ne bougea. Pas un pas, pas une voix. Juste le souffle régulier d'un inconnu, dans le froid d'une nuit d'hiver. Elle se tourna sur le côté, tira la couverture jusqu'au menton
et ferma les yeux. Demain, il partirait. Ou peut-être pas. Le lendemain matin, Claire fut réveillée par un léger bruit provenant de la cuisine. Pendant un instant, elle crut avoir rêvé la scène de la veille, mais en se redressant, elle sentit l'étrange tension dans son ventre. Elle enfila sa robe de chambre, sortit silencieusement de sa chambre et traversa le couloir en retenant son souffle. Dans la lumière grise de l'aube, elle découvrit Antoine, en train de ranger la vaisselle propre dans l'égouttoir. Il s'était apparemment levé tôt et avait déjà préparé du café. Lorsqu'il vit Claire, il se redressa, un peu gêné. « Je me suis permis de faire chauffer de l'eau. J'ai trouvé du café dans le placard. J'espère que ça ne vous dérange pas. » Claire le fixa, encore surprise par la politesse de cet inconnu. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui avait passé la nuit sur un canapé dur et dans un appartement glacé. Il avait noué ses cheveux en arrière, avec un élastique trouvé dans un tiroir, et portait un pull de Paul bien trop petit pour lui, mais qu'il avait enfilé pour se réchauffer. Son visage était un peu moins pâle que la veille, et ses traits, bien que marqués par la fatigue, semblaient détendus. « Non, ce n'est rien, » répondit-elle simplement. « Merci. » Ils s'assirent chacun à un bout de la petite table, dans un silence paisible, seulement troublé par les premières voix d'enfants venant de la chambre. Claire but son café en l'observant discrètement. L'homme ne ressemblait décidément pas à un inconnu sans abri. Sa manière de se tenir, de parler, de préparer un simple petit déjeuner, tout respirait une forme de retenue et d'éducation. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-elle. « Aussi bien qu'on peut dormir dans un endroit sûr, » dit-il avec un sourire bref. « Je vous suis sincèrement reconnaissant. » Il baissa les yeux sur sa tasse, et Claire sentit que la conversation ne pouvait aller plus loin sans franchir un certain seuil. Pourtant, quelque chose la retenait. Elle n'osa pas encore poser les questions qui lui brûlèrent les lèvres. Les enfants débarquèrent alors, encore tout endormis, et s'arrêtèrent net en voyant Antoine. Paul le regarda avec méfiance, tandis que Léa resta cachée derrière sa mère. « Ne vous inquiétez pas, » dit Claire doucement. « Il s'appelle Antoine. Il est juste ici pour un petit moment. » Antoine s'accroupit à leur hauteur et leur sourit, sans insister. Il ne tenta pas d'entrer dans leur bulle, respectant leur prudence naturelle. Claire fut touchée par ce geste discret. Elle n'aurait pas su expliquer pourquoi, mais elle sentit qu'il avait l'habitude de parler aux enfants avec respect, sans les traiter comme des idiots. Ce genre d'attention n'était pas commun. Plus tard dans la matinée, alors qu'elle terminait les chemisiers à livrer, Antoine proposa spontanément son aide. Elle hésita puis accepta. Il tenait les pièces de tissu, passait les boutons, rangeait les bobines, et le tout avec une efficacité calme. Il ne posait pas de questions, ne se plaignait jamais. Lorsqu'elle sortit pour livrer les vêtements à la cliente, elle laissa les enfants avec lui. Elle ne comprenait pas elle-même pourquoi elle lui faisait confiance aussi rapidement, mais elle sentit que c'était la bonne chose à faire. Elle revint 1 heure plus tard et découvrit les enfants en train de dessiner, pendant qu'Antoine leur racontait une histoire de forêt et de renards, sa voix posée remplissant l'espace d'une chaleur discrète. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine fragile. Antoine restait discret. Il aidait à la maison, sortait les poubelles, préparait parfois le repas. Il nettoyait, réparait une porte qui grinçait, recousait une manche du manteau de Paul. Claire, qui avait appris à vivre dans l'urgence et la solitude, fut troublée par cette présence qui ne s'imposait jamais, mais qui semblait combler, sans bruit, les absences du quotidien. Pourtant, des détails commencèrent à la perturber. Il s'exprimait avec un vocabulaire extrêmement soigné, utilisait des expressions que personne dans le quartier n'employait. Il parlait de littérature avec une aisance naturelle, connaissait des plats qu'elle n'avait jamais goûtés. Une fois, en regardant une émission à la télévision, il reconnut un tableau d'un peintre flamand du XVIIe siècle et en parla avec tant de précision que Claire en resta sans voix. Il tenta de minimiser, disant qu'il avait étudié un peu dans sa jeunesse, mais sa manière d'en parler trahissait bien plus qu'un simple intérêt passager. Un soir, alors qu'ils débarrassèrent la table, Claire ne put s'empêcher de demander « Vous avez fait des études ?» Antoine s'arrêta un instant, posa une assiette sur l'évier, puis répondit sans la regarder. « Un peu, oui. Droit, principalement. » Elle attendit la suite, mais il n'ajouta rien. Ce silence devint une constante entre eux. Chaque fois qu'elle effleurait un sujet personnel, il esquivait avec élégance, comme un danseur habitué à éviter les faux pas. Il ne mentait pas vraiment, mais il ne disait jamais tout. Et lorsqu'il souriait, ce sourire semblait porter un poids que Claire ne pouvait nommer. Elle se surprit à lui prêter attention plus qu'elle ne l'aurait voulu.
Elle l'écoutait marcher, l'observait plier les serviettes, l'imaginait dans un autre décor. Il n'avait rien à faire ici, dans ce petit appartement glacé, avec ses rideaux dépareillés et ses murs jaunis. Il appartenait à un monde plus vaste, plus riche, plus complexe. Et pourtant, il semblait à sa place, comme s'il avait fui précisément ce monde pour venir s'ancrer dans cette simplicité. Un matin, alors qu'elle pliait son linge, elle découvrit une chemise qu'il avait oubliée sur le dossier d'une chaise. En la touchant, elle remarqua la qualité exceptionnelle du tissu. Ce n'était pas du coton ordinaire. En y regardant de plus près, elle vit une étiquette brodée à l'intérieur, avec des initiales cousues à la main. Un détail rare, réservé aux vêtements de luxe, faits sur mesure. Ce genre de pièce ne se trouve pas dans les rayons d'un grand magasin. Elle resta un long moment à fixer ses lettres, son cœur battant plus fort. Qui était vraiment Antoine? Elle ne lui dit rien. Elle replia la chemise lentement et la rangea comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé. Le doute s'était installé. Elle se surprit à guetter ses gestes, à chercher d'autres indices. Et plus elle cherchait, plus elle découvrait. Des chaussures en cuir italien, une manière de tenir sa fourchette avec une précision de vieille école, une façon de s'excuser comme un homme élevé dans les salons, pas dans les ruelles. Et pourtant, chaque soir, il s'asseyait avec les enfants, leur racontait des histoires, les aidait à faire leurs devoirs. Il les traitait avec une douceur rare, sans jamais les juger ni les corriger brusquement. Il réparait les petites choses, réchauffait le lait sans qu'on le lui demande, s'effaçait quand elle avait besoin de silence. Claire ne savait plus que penser. Elle avait accueilli un inconnu en détresse, mais cet inconnu portait en lui un mystère qui grandissait chaque jour. Qui était Antoine vraiment? Et que faisait-il dans sa maison, à partager le quotidien d'une couturière et de ses 2 enfants, dans une banlieue froide et oubliée de Lyon? Les jours passaient et la présence d'Antoine dans l'appartement de Claire devenait presque naturelle. Il s'était fondu dans le décor avec une aisance silencieuse, comme s'il avait toujours été là, sans jamais imposer sa place. Il s'occupait des tâches ménagères avec une efficacité tranquille, réparait les objets cassés avec minutie et cuisinait des plats simples mais étonnamment savoureux. Claire n'avait jamais goûté un gratin de légumes aussi bien assaisonné, ni vu quelqu'un plier le linge avec autant de soin. Chaque geste d'Antoine semblait réfléchi, précis, comme s'il portait une mémoire ancienne des choses bien faites. Avec les enfants, il avait développé une relation faite de respect et de complicité discrète. Il ne les divertissait pas comme un oncle en visite, ni ne jouait au père de substitution. Il les traitait comme des personnes à part entière, écoutait leurs histoires d'école, les aidait avec leurs devoirs, leur racontait des anecdotes qui semblaient tirées de livres anciens ou de souvenirs lointains. Paul, d'abord méfiant, avait fini par s'attacher à cet homme étrange qui savait construire un cerf-volant avec des journaux et quelques morceaux de bois, et Léa riait aux éclats lorsqu'il improvisait des personnages avec des chaussettes trouées. Pourtant, malgré cette intégration apparente, quelque chose chez lui restait inaccessible. Il n'y avait jamais de confidence, ni de récit personnel. Lorsqu'on évoquait le passé, il souriait poliment, puis changeait de sujet avec une élégance désarmante. Claire observait, notait chaque détail, chaque silence, chaque esquive. Elle ne posait pas de questions directes, consciente que cela ne mènerait à rien. Mais elle restait attentive. Elle avait appris, avec les années, à reconnaître les gestes sincères des postures apprises. Et tout chez Antoine semblait avoir été enseigné quelque part. Il mettait la table comme dans les restaurants chics, savait nouer une cravate sans miroir et utilisait des expressions qu'on ne rencontrait que dans les romans ou chez les personnes d'un autre monde. Pourtant, il ne se vantait jamais. Il ne cherchait pas à impressionner. Il vivait simplement, calmement, sans jamais se plaindre ni se justifier. Un matin, Claire se leva plus tôt que d'habitude. Elle entra dans la cuisine en silence et trouva Antoine assis, seul, une tasse à la main, regardant fixement par la fenêtre embuée. Il ne la vit pas immédiatement. Elle s'arrêta sur le pas de la porte, le regarda sans parler. Son visage, dans cette lumière grise de l'aube, semblait plus fatigué, presque mélancolique. Lorsqu'il se retourna, il dissimula cette expression en une seconde, sourit brièvement et se leva pour lui servir du café. « Vous êtes toujours aussi matinal ?» demanda-t-elle en prenant la tasse. « Je dors peu », répondit-il simplement. Cette réponse ne l'étonna pas. Il semblait porter un poids invisible, une tension qu'aucun confort ne pouvait apaiser.
Elle ne savait pas s'il avait fui quelque chose ou si c'était ce quelque chose qui l'avait brisé. Mais elle sentait, au fond de lui, une lutte constante. Il ne fuyait pas la misère ou la loi, pensait-elle. Il fuyait autre chose, quelque chose de plus intime, de plus complexe. Un jour, alors qu'elle rentrait des courses, elle le surprit en train de relire un vieux dictionnaire posé sur l'étagère du salon. Il le feuilletait avec concentration, notant des mots dans un petit carnet. Lorsqu'elle lui demanda ce qu'il faisait, il répondit « Je ne veux pas perdre l'habitude des mots. C'est tout ce qu'il me reste parfois. » Cette phrase, si simple en apparence, la frappa profondément. Elle comprit qu'Antoine vivait avec l'obsession de maintenir quelque chose en lui, un fragment d'identité qu'il refusait de laisser s'effacer. Et ce soin qu'il apportait aux mots, aux gestes, aux enfants, tout cela faisait partie d'une même volonté, rester digne, rester entier. Mais malgré la paix apparente de leur quotidien, Claire sentait naître en elle une inquiétude sourde. Elle s'était habituée à lui, à ses silences, à sa discrétion. Elle avait accepté son mystère. Pourtant, plus les jours passaient, plus elle se demandait si elle n'était pas en train d'ouvrir sa maison à une histoire trop grande pour elle. Elle n'était pas naïve. Elle avait vu des hommes dissimuler leurs secrets derrière des sourires polis. Mais Antoine n'avait rien d'un manipulateur. Il ne demandait rien. Il ne profitait de rien. Et c'était peut-être cela, justement, qui la troublait. Il y eut une soirée où les enfants étaient couchés, où le silence dans l'appartement semblait plus profond. Claire et Antoine étaient restés assis à la table de la cuisine, partageant une bouteille de vin bon marché. La conversation avait glissé doucement vers des sujets plus personnels. Elle lui parla de son mari, de l'accident, de l'instant où sa vie avait basculé. Il l'écouta en silence, sans interrompre, sans poser de questions. Lorsqu'elle eut fini, il resta longuement silencieux puis dit d'une voix basse « Ce n'est pas toujours la douleur qui est la plus difficile, c'est ce qu'elle laisse derrière, ce vide qu'on essaie de remplir sans jamais y parvenir. » Claire ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête. Ce fut l'un des rares moments où elle sentit qu'il parlait de lui, sans le dire. Les jours suivants furent marqués par une routine presque apaisante. Antoine continuait d'aider, de cuisiner, de raconter des histoires. Il avait réparé la serrure de la porte, remplacé une prise électrique défectueuse, réorganisé les étagères de la cuisine. Claire se surprenait à penser qu'il leur était devenu indispensable. Elle ne savait pas combien de temps cela durerait, mais, pour l'instant, elle acceptait cette parenthèse. Elle avait appris à vivre avec les incertitudes, à ne pas exiger de réponses immédiates. Mais au fond d'elle, une question persistait. Jusqu'à quand cet équilibre fragile pourrait-il durer? Et surtout, que se passerait-il le jour où le passé d'Antoine frapperait à sa porte? Claire commençait à ressentir un inconfort grandissant. L'étrange équilibre installé dans son appartement, entre les silences feutrés d'Antoine et les gestes quotidiens partagés, semblait tenir par un fil. Elle n'osait pas toujours mettre des mots sur ce malaise, mais il se glissait dans ses pensées au moindre instant d'inattention. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas un soupçon concret, ni une peur réelle, mais plutôt une accumulation de signes, de détails, de failles dans le récit de cet homme qu'elle avait laissé entrer sans rien connaître de lui. Elle tenta à plusieurs reprises d'engager la conversation sur des sujets personnels, toujours avec prudence. Une fois, au détour d'une remarque sur les enfants, elle demanda à Antoine s'il avait des frères ou sœurs. Il sourit brièvement, détourna le regard, puis répondit d'un ton presque neutre « Non, j'ai grandi seul, ou presque. » Claire aurait pu insister, mais elle préféra ne pas pousser davantage. Le ton était trop sec, trop final. Une autre fois, elle fit allusion à la ville d'où il disait venir, espérant entendre une anecdote, un souvenir, même un détail insignifiant. Mais Antoine éluda, prétendant qu'il avait beaucoup déménagé. Il utilisait des phrases vagues, des mots qui fermèrent les portes au lieu de les ouvrir. Ce n'était pas de la méfiance agressive, mais un refus tranquille de se livrer. Il n'avait pas de téléphone, pas d'adresse, aucun papier d'identité. Quand elle lui avait demandé ce qu'il comptait faire à moyen terme, il avait répondu que pour l'instant, il se remettait simplement sur pied. Rien dans sa posture n'indiquait un homme désespéré, pourtant il semblait n'avoir aucun plan, aucune urgence à reconstruire sa vie. Il vivait dans une parenthèse hors du monde, comme si son exil était volontaire. Claire n'était pas la seule à remarquer que quelque chose ne collait pas. Un matin, alors qu'elle revenait de la boulangerie, elle croisa sa voisine du rez-de-chaussée, Madame Perrin, une femme vive et attentive,
toujours au courant des petits mouvements de l'immeuble. Celle-ci, avec un demi-sourire, l'arrêta sur le trottoir. « Dis-moi, Claire, ton cousin de passage, c'est un drôle de cousin, non? Il n'a pas vraiment l'air de venir de notre monde. » Claire haussa les épaules, tentant de paraître détachée. « C'est un ami. Il traverse une période compliquée. » Madame Perrin acquiesça, mais ses yeux pétillaient d'un curieux mélange de bienveillance et de méfiance. « Je ne dis pas le contraire, mais il parle comme à la télévision, ton ami. Il a des manières de ministre. » Claire eut un rire nerveux, puis prétexta une urgence pour s'éclipser. Mais les paroles de la voisine résonnèrent longtemps dans sa tête. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait cette remarque, et cela l'inquiétait. Antoine attirait les regards, même sans le vouloir. Son langage, sa posture, ses réactions, tout chez lui trahissait une éducation rare, un raffinement que l'on ne croise pas par hasard. Et pourtant, il n'était jamais arrogant, jamais prétentieux. C'était cette contradiction qui rendait le mystère encore plus profond. Un soir, alors qu'il dînait en silence après avoir couché les enfants, Claire tenta une nouvelle fois d'en savoir plus. Elle posa sa fourchette, le regarda droit dans les yeux et dit avec calme « Je t'ai accueilli ici parce que j'ai vu un homme en détresse. Mais tu vis chez moi depuis plusieurs semaines maintenant, Antoine. Et il y a trop de choses que je ne comprends pas. » Il ne répondit pas immédiatement. Il prit le temps de finir sa bouchée, reposa lentement sa serviette sur la table et dit « Je comprends. Tu as été plus que généreuse avec moi. Je ne veux pas te mettre dans une position difficile. Alors dis-moi la vérité. Tu n'es pas un sans-abri. Tu ne l'as jamais été. Tes vêtements, ton langage, ta manière d'être, rien ne correspond. » Antoine baissa légèrement les yeux. Il n'avait pas l'air gêné mais concentré, comme s'il choisissait chaque mot avec soin. « Je ne suis pas ce que tu crois, ni ce que j'ai laissé paraître. Mais je ne suis pas non plus un danger pour toi, ni pour tes enfants. Ce que je fuis, ce n'est pas la justice ni une dette. C'est un monde dans lequel je ne voulais plus vivre, un monde qui ne laisse pas de place à l'erreur. » Claire sentit une montée d'angoisse dans sa poitrine. Quel monde! Antoine leva les yeux vers elle, et dans son regard il y avait une fatigue immense, une lassitude ancienne. Celui où chaque geste est calculé, où chaque sourire est une stratégie. Celui où les apparences comptent plus que les vérités. J'ai choisi de m'en éloigner. Pas parce que j'y ai été contraint, mais parce que je ne supportais plus de mentir à moi-même. Ce fut tout. Pas de nom, pas de date, pas de lieu. Claire comprit qu'il ne dirait rien de plus ce soir-là. Elle aurait pu insister, exiger une réponse complète, mais elle vit qu'il touchait déjà à ses limites. Elle n'était pas certaine de ce qu'il voulait protéger, lui-même, elle, ou autre chose. Ce qui était clair, c'est qu'il n'avait pas encore décidé de se dévoiler totalement. Le lendemain, elle le surprit en train de ranger méthodiquement les livres de la petite bibliothèque du salon. Il classait les romans par auteur, corrigeait l'ordre alphabétique, réorganisait sans bruit. Lorsqu'elle entra, il la salua d'un sourire simple, comme si rien ne s'était passé la veille. Il retourna à ses tâches sans commentaire. Cette capacité à faire comme si tout allait bien l'intriguait autant qu'elle l'inquiétait. C'était une manière d'exister en surface, sans jamais couler dans les profondeurs. Claire commença à douter d'elle-même. Avait-elle bien fait de le laisser entrer? Était-il vraiment ce qu'il prétendait ne pas être? Ou bien jouait-il un rôle habilement construit pour gagner sa confiance? Ces questions tournaient en boucle dans son esprit sans jamais trouver de réponse. Et plus le temps passait, plus elle se sentait piégée dans cette histoire à demi-mot, dans cette cohabitation aux contours flous. Elle essaya de s'en ouvrir à une amie par téléphone. Elle décrivit la situation en omettant certains détails et demanda conseil. Son amie lui répondit après un silence. « Tu sais, parfois les gens arrivent dans nos vies avec un passé qu'ils ne peuvent pas encore partager. À toi de voir si tu peux vivre avec ce flou ou si tu as besoin de certitude. » Mais Claire savait que ce n'était pas si simple. Elle avait des enfants. Elle n'avait pas le luxe de vivre dans l'ambiguïté. Et pourtant, chaque soir, lorsqu'elle voyait Antoine raconter une histoire à Léa, ou aider Paul à comprendre une soustraction, elle doutait un peu plus de sa propre prudence. Les questions sans réponse devenaient un fardeau. Mais Claire pressentait que tant qu'elle n'aurait pas percé ce mystère, elle ne pourrait pas vraiment dormir tranquille. Le soleil d'hiver filtrait à travers les rideaux fins de la chambre lorsque Claire se leva ce matin-là, secouée par une insomnie trop longue. Le silence régnait dans l'appartement, et elle en profita pour lancer une machine de linge en retard. Les vêtements s'entassaient depuis 2 jours dans le panier, mélange d'habits d'enfant, de torchons de cuisine
et de quelques pièces appartenant à Antoine. Elle les tria machinalement, secouant les pantalons, vidant les poches, repliant les chaussettes, jusqu'à ce qu'un détail la fige soudainement. C'était une chemise blanche, soigneusement pliée, d'un tissu d'une douceur et d'une finesse qu'elle n'avait encore jamais touchée. Elle la déplia lentement et observa les coutures intérieures. Celles-ci étaient parfaites, faites à la main, avec un fil presque invisible. Mais ce qui attira surtout son attention fut un monogramme brodé sur la bande intérieure du col, des lettres entrelacées, A, D, cousues à la main dans un fil gris perle si discret qu'il fallait tendre l'œil pour les remarquer. Claire, couturière expérimentée, reconnut immédiatement l'œuvre d'un artisan de très haut niveau. Ce genre de finition ne se retrouvait que dans les vêtements de luxe, réalisés sur commande dans les maisons de couture parisiennes les plus réputées. Elle reposa la chemise sur la table stupéfaite et observa plus attentivement le tissu. C'était du coton égyptien double retors, une matière hors de prix, habituellement réservée à une clientèle très aisée. Elle retourna la chemise, vérifia les boutons, nacre véritable. Tout confirmait qu'il s'agissait d'un vêtement sur mesure, dont la fabrication coûtait facilement plusieurs centaines d'euros. Qui portait ce genre de pièces? Certainement pas un homme prétendant avoir tout perdu dans un vol. Elle ouvrit ensuite le sac où étaient ses autres effets personnels, sous prétexte de vérifier les vêtements à laver. Elle y trouva une autre chemise, un pantalon dont le tissu semblait venir d'un tailleur italien, et une veste dont la doublure portait l'étiquette d'une maison parisienne discrète mais renommée, un atelier que seuls les initiés de la haute société connaissaient. Chaque vêtement parlait un langage que Claire comprenait parfaitement. C'était le langage silencieux du luxe discret, du raffinement non ostentatoire, réservé à une élite qui n'affiche pas sa richesse, mais en respire chaque détail. Cette découverte réveilla en elle un mélange de colère et d'angoisse. Elle se sentit dupée, non pas parce qu'Antoine avait menti ouvertement, mais parce qu'il avait laissé entendre une image inexacte de lui. Il n'était pas un homme en fuite, au hasard des rues de Lyon, sans ressources. Il était manifestement issu d'un monde où l'argent ne manquait pas, et où chaque détail comptait. Elle avait été assez naïve pour croire à son histoire de vol, de perte de papier, de solitude. Ou bien, avait-il réellement tout quitté? Était-il un homme riche ayant volontairement abandonné son confort? Et si oui, pourquoi? Le jour passa dans un brouillard de questions. Claire n'osa pas lui parler immédiatement. Elle l'observa de loin, scrutant ses gestes, son langage corporel, son regard. Il continuait de s'occuper des enfants avec tendresse, préparait le repas comme à son habitude et nettoyait les surfaces avec une rigueur presque exagérée. Rien dans son comportement ne trahissait un homme dangereux ou manipulateur, mais la contradiction entre ce qu'elle voyait et ce qu'elle savait désormais lui était insupportable. Ce fut Paul qui, sans le vouloir, vint poser une question qui raviva l'attention. Pendant le dîner, l'enfant demanda innocemment « Antoine, comment tu sais faire les œufs comme dans les restaurants ?»« Papa, il faisait jamais ça. » Antoine sourit doucement. « J'ai appris en regardant des chefs, dit-il. Et puis, j'ai eu l'habitude de bien manger quand j'étais plus jeune. » Claire leva les yeux vers lui. Le lapsus était révélateur. « J'ai eu l'habitude de bien manger. » Pas un simple apprentissage de recettes, mais une habitude, ancrée dans son éducation. Elle profita du silence des enfants pour s'adresser à lui directement après le repas, dans la cuisine. « J'ai lavé ta chemise ce matin, celle avec les initiales, » dit-elle sans détour. « Je n'avais jamais vu un tel niveau de finition, même chez mes clientes les plus exigeantes. » Antoine ne répondit pas tout de suite. Il essuya calmement une assiette, la posa sur l'étagère, puis se tourna vers elle. « Je ne t'ai jamais dit que j'étais pauvre, Claire. »« Non, tu ne l'as pas dit. Mais tu as laissé entendre que tu n'avais plus rien. Et pourtant, tu portes des vêtements qui valent plus qu'un mois de mon travail. » Il soupira doucement, appuyant les mains contre le plan de travail, le regard perdu. « Ce sont des restes, des choses que j'avais avant que je décide de tout arrêter. »« Arrêter quoi ?» Il la fixa un instant, puis répondit d'un ton calme mais ferme. « Je ne suis pas prêt à tout te dire. Pas encore. Ce que je peux te dire, c'est que ma vie d'avant était construite sur des choses que je ne supportais plus. J'ai fui ce monde. Je n'ai pris que quelques vêtements, rien d'autre. J'aurais pu les vendre, mais c'étaient les seuls objets qui me rappelaient encore un peu qui j'étais. » Claire ne répondit pas. Elle savait qu'elle n'obtiendrait pas plus. Mais cette réponse ne suffisait plus. Il avait vécu dans le luxe, c'était clair.
Il avait eu accès à une éducation raffinée, fréquenté des lieux dont elle ignorait jusqu'au nom. Ce n'était pas un détail anodin. Ce n'était pas un simple passager du froid. Il venait d'un autre univers, bien au-dessus du sien. Les jours suivants, Claire fut différente, plus distante, plus prudente. Elle continuait de le laisser vivre chez elle, pour les enfants, pour les services qu'il rendait, mais aussi par simple humanité. Cependant, dans son regard, une méfiance nouvelle s'était installée. Elle se surprit à cacher son portefeuille dans un tiroir, à verrouiller la porte de sa chambre. Ce n'était pas de la peur, mais un instinct de préservation. Elle ne pouvait pas ignorer qu'elle avait ouvert sa maison à un inconnu dont l'histoire comportait trop d'ombre. Et pourtant, malgré ses doutes, une part d'elle restait troublée par sa sincérité apparente. Antoine ne semblait pas jouer un rôle. Il ne demandait rien, ne cherchait à soutirer ni argent, ni attention. Il vivait simplement, remerciant pour chaque repas, se rendant utile sans jamais s'imposer. Ce paradoxe entre son passé manifestement riche et son présent volontairement modeste l'intriguait autant qu'il la mettait en garde. Un soir, en rangeant une boîte de couture, elle tomba sur une paire de gants qu'il avait laissés dans l'entrée. Elle les examina. Cuir souple, surpiqûre manuelle, doublure en cachemire. Le genre d'accessoires qu'on offre dans les boutiques confidentielles des grandes avenues parisiennes. Claire, en silence, referma la boîte. Elle savait que cette histoire allait basculer tôt ou tard. Elle ne savait pas quand ni comment. Mais une chose était désormais certaine. Antoine n'était pas ce qu'il prétendait être. La neige s'était enfin arrêtée de tomber depuis 2 jours, laissant place à un froid sec et un ciel sans nuages. Claire observait la rue depuis la fenêtre du salon, une tasse de thé dans les mains, les sourcils légèrement froncés. Les trottoirs gelés reflétaient la lumière pâle du matin. Le quartier semblait calme, habituel, ordinaire. Pourtant, quelque chose dans l'air lui paraissait différent, comme une tension sourde, à peine perceptible. Elle chassa cette impression et retourna à ses travaux de couture. Antoine était sorti plus tôt pour aller chercher du pain avec Paul, et Léa s'amusait dans un coin du salon avec des poupées qu'elle avait récupérées de l'école maternelle. Il était près de midi lorsque tout bascula. Un véhicule noir s'arrêta lentement dans la rue. Pas un de ces modèles modestes qu'on voit habituellement dans ce quartier populaire, mais une berline haut de gamme, longue, aux vitres teintées. Claire se redressa instinctivement. Elle ne reconnaissait pas la voiture, ni ses plaques. Elle jeta un regard furtif à Léa, toujours concentrée sur ses jeux, puis se rapprocha de la fenêtre sans tirer les rideaux. La voiture resta immobile quelques instants, moteur encore allumé. Puis, la portière arrière s'ouvrit, et un homme en costume noir parfaitement ajusté en sortit. Il n'avait pas l'air d'un simple chauffeur. Il portait un manteau de laine à col relevé, des gants sombres, une mallette fine dans une main, et son regard parcourut lentement les immeubles de la rue comme s'il cherchait une cible précise. Claire sentit son estomac se nouer. Elle connaissait tous les voisins, les habitués du quartier, les livreurs, les représentants de commerce. Cet homme ne faisait pas partie de leur monde. Il gravit les marches de l'immeuble avec assurance. Quelques secondes plus tard, on frappa à la porte. 3 coups, secs, espacés, précis. Léa leva la tête. Claire lui fit signe de rester là et s'approcha lentement de l'entrée. « Qui est-ce » demanda-t-elle sans ouvrir. « Bonjour, Madame Moreau. Je cherche une personne. Il s'appelle Antoine. Je pense qu'il a pu passer par ici récemment. » La voix était calme, posée, mais claire. L'homme savait parfaitement qui elle était. Elle hésita, jeta un coup d'œil vers la porte d'entrée, puis vers le salon. Elle prit une décision immédiate, sans réfléchir davantage. « Désolé, vous devez faire erreur. Personne ici ne porte ce nom. » Un court silence suivit. Puis l'homme répondit « Très bien. Désolé du dérangement. Si vous le voyez, dites-lui que les choses peuvent se faire discrètement, mais pas indéfiniment. » Puis il repartit, ses pas résonnant sur les marches de pierre de l'escalier. Claire resta figée un long moment, le cœur battant. Dès qu'elle entendit le moteur du véhicule redémarrer, elle referma les verrous de la porte et courut jusqu'à la fenêtre. La voiture noire s'éloignait lentement au coin de la rue. Antoine et Paul réapparurent quelques minutes plus tard, remontant le trottoir, sac de pain à la main. Elle ouvrit la porte avant même qu'il n'ait eu le temps de frapper. « Entre vite !» ordonna-t-elle à Antoine d'une voix tendue. Il remarqua immédiatement son visage fermé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle ferma la porte derrière lui, verrouilla, puis se tourna, les bras croisés. « Un homme est venu. Costume, voiture de luxe, mallette. Il savait mon nom.
Il cherchait Antoine. Il savait que tu étais ici. Antoine pâlit. Il ne posa aucune question. Il posa simplement les sacs sur la table, se passa une main sur le visage, puis regarda par la fenêtre. « Est-ce qu'il t'a dit quelque chose d'autre » demanda-t-il d'une voix basse. Il a dit que les choses peuvent se faire discrètement, mais pas indéfiniment. Antoine se détourna. Il alla jusqu'au salon, s'assit sur le bord du canapé et resta là, silencieux. Claire le suivit, debout, sans bouger. « Qui était-ce » demanda-t-elle finalement. Il resta un moment sans répondre, puis releva les yeux vers elle. « Quelqu'un qui me connaît ? Ou plutôt, quelqu'un qui travaille pour ceux qui me cherchent ?» Claire sentit une colère froide l'envahir. « Tu dois me dire la vérité maintenant. Je t'ai ouvert ma maison. Mes enfants s'attachent à toi et des hommes en costume viennent frapper à ma porte, comme si tu étais un fugitif. Qu'est-ce que tu fuis? Et pourquoi ici, chez moi ?» Antoine se leva lentement. Son regard n'avait plus rien d'incertain. Il parlait avec une voix posée mais claire. « Je t'ai dit que j'avais fui un monde dans lequel je ne voulais plus vivre. Ce n'était pas une image. J'en faisais vraiment partie. J'en étais même au cœur. Mais ce monde m'a dévoré. Je suis parti sans prévenir, j'ai laissé mon téléphone, mon compte bancaire, mes papiers, tout. J'ai coupé tout lien. Et pourquoi ici? Pourquoi ma porte? Mon quartier? Mon immeuble? Ce n'était pas prévu. Je marchais depuis des heures dans Lyon. J'étais en train de chercher un endroit où dormir. Et puis, il y avait de la lumière chez toi. Dehors, il faisait trop froid. Je n'avais pas d'autre plan. Ton porte-manteau, les dessins d'enfants visibles par la fenêtre, la couture sur la table. J'ai frappé sans savoir. Et tu as ouvert. Claire était partagée entre stupeur et frustration. Elle n'arrivait pas à déterminer s'il disait la vérité ou s'il maîtrisait simplement l'art du mensonge. « Qui es-tu, Antoine? Quel est ton vrai nom ?» Il la fixa droit dans les yeux, mais ne répondit pas. « Tu me dois au moins ça, dit-elle, pour mes enfants, pour ma tranquillité. » Il resta un moment silencieux. Puis, « Pas encore. Bientôt. Je te le promets. » Cette réponse, loin de l'apaiser, accentua son inquiétude. Le visage d'Antoine était fermé. Il ne semblait plus être l'homme doux et effacé des semaines précédentes, mais un homme traqué, calculateur, conscient que le filet se resserrait. Claire le regarda encore un instant, puis tourna les talons sans un mot. Elle avait besoin d'espace, de silence, de réflexion. Le soir, alors que les enfants dormaient, elle s'assit seule dans la cuisine, face à une tasse de tisane oubliée. Elle savait désormais que l'illusion était terminée. La parenthèse avait éclaté. Antoine n'était pas simplement un homme en fuite. Il était quelqu'un d'important, et d'un monde auquel elle n'appartenait pas. Depuis la visite de l'homme en costume, quelque chose s'était définitivement fissuré dans l'équilibre précaire de la maison. Claire, même si elle n'en disait plus un mot, observait Antoine avec une prudence qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. Les enfants ne comprenaient pas le changement d'ambiance, mais le sentaient dans l'air, dans les regards échangés, dans le silence plus lourd qui s'installait à table. Antoine, lui, semblait accepter ce climat tendu sans protester. Il poursuivait les tâches quotidiennes, aidait comme toujours, mais son corps exprimait une vigilance permanente. Il se levait souvent la nuit, allait jusqu'à la fenêtre, restait de longues minutes immobile à regarder la rue. Il surveillait. Et cette habitude n'échappa pas à Claire. Un soir, elle le surprit en train de ranger précipitamment un papier dans la poche intérieure de sa veste. Il était assis seul dans le salon, croyant que tout le monde dormait. Elle ne dit rien sur le moment. Mais le lendemain matin, pendant que les enfants dessinaient, elle le rejoignit dans la cuisine et posa la question de manière frontale. « Depuis qu'ils sont venus, tu dors à moitié. Tu surveilles les fenêtres. Tu caches des papiers. Tu attends quoi exactement ?» Antoine ne sursauta même pas. Il se contenta de s'asseoir et de croiser les mains sur la table. « Je ne cache rien de dangereux, mais je m'attends à ce qu'ils reviennent. Et si c'est le cas, je veux être prêt. » Prêt à quoi? À leur dire que je ne reviendrai pas. À leur faire comprendre que cette vie-là, je l'ai quittée pour de bon. Claire le regarda, sceptique. « Et pourquoi moi? Pourquoi ma maison? Tu aurais pu fuir ailleurs, plus loin, dans une autre ville, un autre pays. » Antoine haussa légèrement les épaules. Peut-être parce que, pour une fois, je voulais comprendre ce qu'était une vie ordinaire, une vraie vie, sans obligation, sans rôle à jouer. Juste, des gens simples, honnêtes, et je l'ai trouvée ici. Elle resta un instant silencieuse, puis reprit. «
Ce que tu cherches ici, Antoine, ce n'est pas une vie simple. Tu cherches un abri temporaire, un interstice entre deux existences. Mais moi, je vis ici. Je vis dans cette réalité tous les jours, avec mes enfants, mes factures, mes fatigues, et je ne peux pas me permettre que cette maison devienne le décor d'un drame qui ne m'appartient pas. » Il hocha la tête sans se défendre. « Tu as raison. Et si tu me demandes de partir, je partirai. Je ne t'en voudrais pas. Tu m'as déjà offert plus que ce que j'aurais jamais espéré. » Mais Claire n'était pas encore prête à lui demander cela. Une partie d'elle voulait le protéger malgré tout, parce qu'au fond, elle ne croyait pas qu'il soit un danger. Elle croyait à sa douleur, à sa fuite, et plus encore, elle croyait à la transformation qu'il semblait vivre, jour après jour, dans le silence des petits gestes. Au fil des semaines, cette confiance fragile commença à se reconstruire. Elle ne fut pas instantanée, ni totale, mais elle naquit de choses simples. Antoine reprit ses habitudes avec les enfants, mais avec encore plus de délicatesse. Il évitait toute curiosité intrusive, ne s'imposait jamais. Il apprit à deviner les besoins de Claire sans qu'elle ait à les exprimer. Un matin, elle trouva un sac de pommes de terre déjà épluchées dans l'évier, préparé la veille parce qu'elle avait mentionné en passant qu'elle ferait un gratin le lendemain. Une autre fois, il avait repris une couture qu'elle n'avait pas eu le temps de finir, la réalisant avec une technique qui trahissait une main entraînée. Claire, surprise, n'en fit pas de remarque. Mais elle vit. Un soir, elle s'autorisa à lui poser une question plus personnelle. « Tu as dit que tu avais fui un monde qui ne te ressemblait plus. Tu n'as pas une seule personne dans ce monde qui te manque, pas un frère, un ami, une femme. » Antoine resta longtemps sans répondre. Puis il parla d'une voix plus basse que d'habitude. « J'ai aimé une femme, il y a longtemps. Elle s'appelait Camille. Elle venait de mon monde, mais elle voulait en sortir, elle aussi. On a essayé, mais on n'a pas réussi. Trop de pression, trop de regards. Je n'étais pas prêt à tout quitter à l'époque. Elle, si, elle est partie avant moi. Je ne l'ai jamais revue. » Claire l'écouta sans commenter. Mais ce nom, Camille, resta dans son esprit. Elle comprenait alors que sa fuite n'était pas simplement logistique ou sociale. C'était une rupture intérieure, un désengagement profond avec un système de vie qui l'avait broyé. Antoine n'était pas venu chez elle pour se cacher. Il était venu chercher un endroit où redevenir humain. Et cette prise de conscience modifia subtilement la manière dont elle le regardait. Un jour, alors qu'il réparait un vieux meuble dans le couloir, Paul le rejoignit et lui demanda « Tu vas rester longtemps encore, Antoine ?» Antoine le regarda avec douceur, puis répondit « Je ne sais pas, Paul, mais j'aimerais bien, si ta maman est d'accord. » Claire, qui avait entendu la scène, sentit une chaleur étrange monter en elle. Elle ne sut pas quoi répondre. Elle n'était pas encore prête à l'accepter pleinement, mais elle n'était plus prête non plus à le laisser partir. Cette phase d'adaptation, lente et imprévisible, fut jalonnée de conversations brèves, d'échanges sincères mais toujours mesurés. Antoine ne forçait jamais les choses. Il savait que la confiance ne se réclamait pas. Elle se méritait. Et, lentement, Claire admettait qu'il était en train de la mériter. Non pas parce qu'il avait changé radicalement, mais parce qu'il ne prétendait plus rien. Il vivait simplement dans l'humilité d'un quotidien qu'il ne maîtrisait plus, mais qu'il acceptait avec gratitude. La tension du passé planait toujours. Claire savait que les hommes en costume pouvaient revenir à tout moment. Mais elle se sentait désormais moins seule face à cette menace. Antoine ne la protégeait pas de manière héroïque ou spectaculaire. Il ne promettait rien, mais il restait. Il s'impliquait. Il réparait, cuisinait, racontait des histoires. Et cela, dans sa banalité, valait peut-être plus qu'une vérité encore cachée. Un soir d'hiver, alors que les enfants dormaient et que le silence s'était installé dans l'appartement, Antoine s'assit à côté d'elle sur le canapé, un livre à la main. Il ne parla pas. Il lui tendit simplement le livre, ouvert à une page marquée. Claire lut une phrase soulignée au crayon. « Il n'est jamais trop tard pour devenir quelqu'un d'autre. » Elle leva les yeux vers lui. Il n'ajouta rien. Mais elle comprit. Ce soir-là, elle ne demanda plus rien sur son passé, parce qu'elle commençait enfin à croire en son présent. La lumière tamisée de la fin d'après-midi baignait l'appartement d'une douceur inhabituelle. Claire venait de terminer une série de retouches pour une cliente exigeante, et les enfants, encore bruyants quelques minutes plus tôt, s'étaient calmés devant un dessin animé. Antoine, quant à lui, était sorti faire quelques courses, profitant d'une accalmie dans le froid mordant de l'hiver lyonnais. L'atmosphère,
malgré les tensions passées, semblait presque sereine. Ce fut dans cette tranquillité fragile que Claire fit une découverte qui, une fois de plus, allait remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur l'homme qu'elle avait accueilli. En cherchant un carnet de croquis qu'elle utilisait parfois pour dessiner de nouveaux modèles de vêtements, elle ouvrit un tiroir dans lequel Antoine rangeait souvent des papiers qu'il utilisait comme brouillon. Entre deux feuilles griffonnées de listes de courses, elle tomba sur une enveloppe légèrement froissée, sans timbre ni adresse. Curieuse, elle la retourna et trouva à l'intérieur une feuille pliée en trois, visiblement ancienne. Ce n'était pas un document administratif ni une note oubliée. C'était une lettre manuscrite, écrite avec soin, d'une écriture fluide et maîtrisée. Elle hésita quelques secondes avant de lire, mais l'absence d'envoi, le ton personnel, la rendirent irrésistiblement curieuse. « Camille, je ne sais pas si cette lettre te parviendra un jour. Je ne sais même pas si je souhaite que tu la lises réellement. Peut-être est-elle simplement une façon pour moi d'écrire ce que je n'ai jamais su te dire en face. Il y a tant de choses que j'aurais voulu exprimer avant de partir, mais tout m'a échappé, comme toujours. Je me suis éloigné non pas de toi, mais de ce que nous étions devenus. Ce monde que tu détestais, je le portais encore malgré moi. Les dîners feutrés, les décisions à huis clos, les sourires en façade. J'ai mis du temps à comprendre que tu avais raison. Que ce que nous vivions n'était qu'un rôle dans une pièce écrite par d'autres. Tu as eu le courage de partir. Moi, je suis resté par lâcheté, par habitude, par peur aussi. Aujourd'hui, je fais ce que j'aurais dû faire il y a des années. Je pars, pas pour fuir, mais pour renaître. Je ne sais pas ce que je trouverai. Je n'ai plus de nom, plus d'adresse, plus de titre. J'ai seulement ce corps fatigué et cette volonté de ne plus mentir, ni aux autres, ni à moi-même. Si jamais tu penses encore à moi, sache que tu as été le début de mon éveil. Tu as semé en moi une graine de doute qui, bien des années plus tard, est devenue une urgence vitale. Merci pour ça. Antoine. Claire relut la lettre 2 fois, chaque mot s'ancrant un peu plus profondément en elle. La sincérité de ce texte ne faisait aucun doute. C'était la confession d'un homme brisé par ses contradictions, hanté par ses choix, mais aussi animé par un désir authentique de changement. La lettre ne parlait pas de fortune, de scandale ou de secrets politiques. Elle parlait d'émotions, de regrets, d'humanité, et à travers chaque ligne, Claire entrevit un homme qui n'avait jamais trouvé sa place dans le monde qu'il avait pourtant incarné. Elle reposa la feuille avec soin, la remit dans l'enveloppe et rangea le tout exactement là où elle l'avait trouvé. Elle ne dirait rien à Antoine. Pas encore. Cette lettre n'était pas destinée à elle. Elle avait franchi une limite et elle le savait. Mais ce qu'elle y avait lu modifia profondément sa perception. Antoine n'était pas seulement un homme issu d'un monde privilégié. Il était quelqu'un qui avait aimé, perdu, et qui tentait, maladroitement mais sincèrement, de se reconstruire. Ce soir-là, lorsqu'il rentra, elle l'observa discrètement. Il portait 2 sacs de provisions, avait les joues rougies par le froid, les cheveux légèrement décoiffés. Il salua les enfants, les embrassa sur le front, puis alla ranger les courses en silence. Claire le rejoignit dans la cuisine, sans aborder la lettre. « Tu as trouvé ce que tu voulais ?» demanda-t-elle simplement. « Oui, et j'ai aussi trouvé des clémentines pour Léa. Elle en a parlé hier. » Il sourit un peu timidement. Claire sentit une chaleur étrange monter en elle. Ce n'était ni de la tendresse ni de l'amour, mais une forme de reconnaissance profonde. Elle comprenait désormais la nature de sa douleur, et cela changeait tout. Les jours suivants, elle observa un changement subtil dans son comportement. Peut-être était-ce une coïncidence, ou peut-être Antoine sentait-il que quelque chose avait changé en elle. Il parlait un peu plus, laissait filtrer des bribes de souvenirs, des allusions à des lieux qu'elle reconnaissait à peine. Il évoqua un jour un internat prestigieux en Suisse où il avait passé son adolescence sans jamais dire son nom. Une autre fois, il mentionna une villa au bord d'un lac, abandonnée depuis longtemps. Chaque détail ajoutait une pièce au puzzle, mais toujours de façon fragmentaire. Claire ne le pressait pas. Elle savait désormais qu'il ne fallait pas forcer les aveux. Antoine dévoilait son histoire comme on déballe un objet fragile, couche après couche, sans brutalité. Il avait besoin de ce rythme, de cette lenteur, et elle, pour la première fois depuis longtemps, se sentait capable de patienter. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner, et que les enfants riaient autour d'un pot de confiture trop plein, Claire lui posa une question, presque innocente. « Et Camille, elle sait que tu es parti ?»
Antoine releva la tête lentement. Il ne semblait pas surpris, comme s'il attendait que ce nom ressurgisse un jour. Non, elle m'a quitté bien avant. Et si elle savait, je crois qu'elle serait soulagée. Elle voulait que je parte. Je l'ai fait trop tard. Claire ne répondit rien. Elle n'avait pas besoin de plus. Le silence qui suivit était dense, mais pas pesant. Il contenait tout ce qui n'avait pas encore été dit, mais qui se dessinait enfin entre les lignes. Ce soir-là, elle s'assit seule dans sa chambre et pensa longuement à la lettre. Elle n'avait pas l'intention de la lire à nouveau, mais son contenu résonnait encore en elle. Ce n'était pas un testament, ni une confession définitive. C'était une transition, un passage entre deux versions d'un même homme. Et elle, malgré elle, faisait partie de ce passage. Le samedi matin se levait sur Lyon dans une lumière grise, presque froide, malgré l'absence de neige. Claire avait passé une nuit agitée, tirée de ses rêves plusieurs fois par des pensées persistantes sur Antoine et cette lettre qu'elle avait lue en secret. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne en découvrant ces mots intimes, mais quelque chose en elle refusait de regretter entièrement cette intrusion. Après tout, chaque mot lui avait permis de comprendre un peu mieux la personne qui vivait désormais sous son toit. Elle se leva en silence, évita le regard lourd des enfants encore endormis et alla préparer le café. Le rituel matinal avait quelque chose de rassurant, même si, dans son esprit, tout devenait de plus en plus compliqué. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir pour acheter le pain, elle attrapa son sac à main, ouvrit la porte d'entrée et sentit immédiatement une tension différente dans l'air. La lumière du jour n'avait pas encore dissipé complètement les ombres du couloir, et l'appartement semblait se tenir en équilibre entre le silence et le bruit du monde extérieur. Elle descendit les marches lentement, réfléchissant à l'étrangeté de ces dernières semaines. Qu'avait-elle fait exactement en accueillant Antoine? Avait-elle eu raison? Avait-elle mis sa famille en danger? Ou avait-elle simplement ouvert sa porte à un homme désorienté qui cherchait sincèrement un refuge? Ces questions tournaient en boucle dans son esprit, sans trouver de réponse apaisante. Elle arriva finalement devant le kiosque à journaux au coin de la rue. Les gros titres habituels attirèrent ses yeux. Politique, météo, économie. Elle prit un exemplaire, paya puis rentra chez elle, se demandant vaguement si elle devrait prendre un autre journal local pour comparer les informations. Elle monta les marches 4 à 4, impatiente de s'installer dans la cuisine et d'échapper à ses pensées tourbillonnantes. Mais ce qu'elle vit lorsqu'elle ouvrit la première page du second quotidien qu'elle avait acheté la laissa immobile, le journal flottant dans ses mains. Le gros titre disait « Héritier de l'Empire Dubois disparu depuis des semaines ». Et en dessous, une photographie en noir et blanc capturait le visage d'un homme au regard posé, aux traits qu'elle reconnaîtrait entre mille. C'était lui, Antoine, mais avec un air plus ferme, plus sûr de lui, vêtu d'un costume impeccable, debout devant un bâtiment imposant. La légende du portrait précisait son nom complet. Antoine Dubois, héritier de la dynastie industrielle française Dubois, propriétaire d'un empire économique qui s'étendait des secteurs de l'énergie aux produits de luxe. Son visage, sous l'entête des mots « disparu depuis des semaines », était accompagné d'un article détaillé sur sa disparition mystérieuse, les recherches en cours, les suppositions des journalistes, et surtout la question lancinante. Où est-il? Et pourquoi a-t-il quitté la scène publique sans laisser de traces? Le cœur de Claire rata un battement. Elle resta figée, le papier tremblant légèrement entre ses doigts. Comment n'avait-elle rien su? Comment n'avait-elle rien vu, rien entendu de ce prénonciation? Elle avait entendu parler d'un héritier disparu ou d'un homme d'affaires en fuite, mais jamais de ce nom, jamais de cette histoire précise. Et pourtant, là, sous ses yeux, c'était écrit en noir et blanc. Elle sentit un frisson la parcourir, non pas de peur mais d'un choc profond, intense. Elle s'appuya contre le mur du couloir pour ne pas tomber, puis lut et relut les lignes de l'article, chaque mot résonnant en elle comme une révélation. Elle lut l'introduction. Antoine Dubois, héritier de l'une des familles les plus riches et influentes de France, avait disparu depuis plusieurs semaines. Les autorités avaient lancé des recherches discrètes, craignant une fugue volontaire ou bien une crise personnelle grave. Il n'y avait aucune trace de violence, aucun signe d'enlèvement. Certains journalistes spéculaient qu'il avait voulu échapper à la pression médiatique et à l'énorme responsabilité que représentait son rôle au sein de l'entreprise familiale. D'autres avançaient des hypothèses plus dramatiques, parlant de dissidence interne, de conflits familiaux, de désaccords avec le conseil d'administration. Mais tous les articles restaient flous,
ne donnant aucune indication claire sur l'endroit où il se trouvait. Claire sentit ses mains devenir moites. Elle enfonça ses doigts dans le papier, comme pour ne pas laisser s'envoler cette réalité qui venait de l'atteindre avec une violence tranquille. Elle prit une profonde inspiration, cherchant à rassembler ses pensées. Était-ce possible que l'homme qu'elle avait accueilli, l'homme qui avait partagé ses repas, qui avait aidé ses enfants à faire leurs devoirs, qui avait ri et parfois parlé avec une douceur inattendue, soit en réalité un héritier riche et puissant en fuite? Si c'était vrai, pourquoi n'en avait-il jamais parlé? Pourquoi se comporter comme un homme perdu, sans identité, sans ressources? Et surtout, pourquoi lui avait-il menti? Ou du moins omis une vérité aussi fondamentale? Son esprit se brouillait de questions sans réponse. Elle reposa le journal sur la table de la cuisine, hésitant à continuer la lecture. Une partie d'elle voulait connaître chaque détail de cette histoire, mais une autre partie, plus prudente, craignait ce qu'elle pourrait découvrir. Elle finit par s'asseoir, laissant le journal ouvert, les yeux fixés sur les mots imprimés. Dans le même moment, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Les enfants rentrèrent des courses avec Antoine, leur voix joyeuse remplissant l'espace d'un son familier. Claire sentit une émotion contradictoire l'envahir. Elle voulait fixer Antoine, le regarder dans les yeux, comprendre. Mais elle voulait aussi fuir, s'éloigner de cette vérité qui risquait de briser tout ce qu'elle avait construit ces dernières semaines. Quand il entra dans la cuisine, portant 2 sacs de provisions, il posa le contenu sur la table sans lever les yeux. Léa alla directement vers le comptoir pour poser ses pommes, tandis que Paul cherchait déjà un yaourt. Antoine, lui, semblait calme, comme à son habitude. Il ne montra aucun signe d'agitation, aucune trace de l'homme disparu et recherché dans les journaux. Il rangea les courses méthodiquement, servit un verre d'eau à Paul puis se tourna vers Claire, son regard posé sur elle avec une tranquillité qui la fit frissonner encore une fois. « Tu as l'air préoccupée », dit-il d'une voix neutre. Elle se tourna vers lui, le journal ouvert devant elle, les mots clairement visibles, mais elle ne dit rien. Ses yeux rencontrèrent les siens, et dans ce regard doux mais insondable, elle sentit une vérité lourde peser entre eux. Elle n'avait pas encore les mots pour affronter ce moment. Elle ne savait pas comment commencer. Mais une chose était certaine, les jours d'innocence et de silence étaient terminés. Désormais, la vérité se tenait là, dans cette pièce, entre 2 personnes qui avaient partagé bien plus que des gestes quotidiens. Et la question la plus difficile restait en suspens. Allait-elle oser demander à Antoine de se confronter à cette vérité? Et s'il le faisait, serait-elle prête à entendre sa réponse? La tension était palpable dans la cuisine. Antoine, bien que calme en apparence, avait immédiatement remarqué le journal ouvert sur la table. Le titre, en lettres capitales, trônait comme une vérité que l'on ne pouvait plus ignorer. Claire ne disait rien. Elle n'avait pas besoin de poser de questions. Elle s'était contentée de reculer sa chaise lentement, croisant les bras contre elle, et de le fixer avec une expression qui n'était ni accusatrice, ni blessée, mais incroyablement lucide. Antoine, debout face à elle, semblait comprendre que le moment qu'il avait redouté depuis son arrivée était arrivé. La façade s'était effondrée. Il n'y avait plus de place pour l'ambiguïté. Il tira une chaise, s'assit en face d'elle et resta un instant silencieux, ses doigts serrés sur ses genoux. Paul et Léa, heureusement, étaient repartis jouer dans la chambre, inconscients du changement brutal d'atmosphère dans la pièce. Le silence se prolongea jusqu'à ce qu'Antoine, les yeux fixés sur la table, prenne enfin la parole. « Oui, c'est moi. Pas d'esquive, pas de mensonge. 3 mots. Dur. Net. » Claire ne détourna pas le regard. « Tu aurais pu me le dire, » dit-elle doucement, presque sans colère. « Je sais. Mais je ne savais pas comment. À vrai dire, je n'étais même pas sûr de vouloir que tu le saches. » Il marqua une pause, puis poursuivit, d'une voix plus posée. « Mon nom complet, c'est Antoine Dubois. J'étais, l'héritier de la société Dubois Industrie. Mon père a dirigé cet empire pendant plus de 30 ans. Il l'a hérité lui-même de mon grand-père, et depuis mon plus jeune âge, j'étais formé pour reprendre le flambeau. J'ai grandi dans des écoles où on m'apprenait à commander, à représenter, à négocier, mais jamais à être moi-même. » Claire ne l'interrompit pas. Il parlait avec une clarté inhabituelle, comme s'il avait enfin trouvé les mots qu'il portait en lui depuis des semaines. Il poursuivit, le regard maintenant levé vers elle. « À chaque étape de ma vie, tout était décidé. Avec qui je devais me lier, ce que je devais dire, comment me comporter. J'étais dans une pièce de théâtre permanente. Même mon entourage n'était que stratégie.
J'ai aimé une femme, Camille, mais elle n'a pas supporté ce monde. Elle m'a quitté. J'ai mis longtemps à comprendre qu'elle avait eu raison avant moi. » Il marqua un silence. Claire, immobile, écoutait sans cligner des yeux. Quand mon père est tombé malade, on a accéléré ma prise de pouvoir. Je suis devenu le visage de l'entreprise. Un homme modèle, comme il disait. Mais à l'intérieur, je suffoquais. Les décisions n'étaient pas les miennes. Les mots que je prononçais n'étaient pas ceux que je pensais. Alors un jour, j'ai décidé de tout arrêter. J'ai vidé un compte secondaire, pris quelques affaires, coupé mon téléphone, et je suis parti. Je n'avais pas de plan, juste le besoin de disparaître. Claire, les bras toujours croisés, gardait le silence. Antoine inspira profondément. Ce soir-là, je suis arrivé dans ton quartier après avoir marché pendant des heures. Il faisait froid, je ne savais pas où aller, et j'ai vu de la lumière chez toi. Tu ne m'as pas demandé d'où je venais, ni qui j'étais. Tu as juste ouvert la porte. Ce que tu m'as donné, Claire, ce n'est pas un toit, c'est un instant de vraie vie, sans calcul, sans apparence. Une vie simple, mais réelle. Et je ne voulais pas la salir avec mon passé. Tu aurais dû me faire confiance, murmura-t-elle enfin. Il baissa les yeux. J'avais peur que tu me regardes autrement, que cette relation entre nous change, que tu me considères comme un étranger, un homme riche déguisé en pauvre. Et je ne voulais pas que tes enfants ressentent cela non plus. J'avais enfin trouvé quelque chose de vrai, et je n'ai pas eu le courage de tout révéler. Claire hocha la tête lentement. Elle comprenait. Pas tout, pas entièrement, mais elle comprenait cette fuite, cette pression, cette envie d'authenticité. Elle n'excusait pas, mais elle comprenait. « Tu sais que maintenant, ils vont te retrouver, dit-elle. Tu ne peux plus rester ici. Je sais, ce n'est plus qu'une question de temps. Et moi, et mes enfants, tu y as pensé? Tu réalises ce que ça pourrait provoquer dans nos vies ?» Antoine releva la tête, et dans ses yeux, elle vit une sincérité indiscutable. « C'est pour ça que je voulais partir avant que ça n'arrive. Je ne voulais pas que vous soyez exposés. Je pensais avoir assez de temps pour disparaître à nouveau. Mais ils ont été plus rapides que prévu. » Il se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre, regarda la rue en contrebas. « Je ne peux pas changer ce que je suis, Claire, mais je peux choisir de ne plus laisser ce que je suis faire du mal à ceux qui m'ont tendu la main. » Elle ne répondit pas. Elle aussi se leva, rangea le journal puis regarda par la fenêtre à son tour. La rue était vide. Quelques passants, un vélo, des voitures ordinaires. Mais à partir de maintenant, rien ne serait plus ordinaire. La vérité avait tout transformé. Claire ne savait pas encore ce qu'elle ferait. Mais ce qu'elle savait avec une clarté implacable, c'est que l'homme qui vivait sous son toit n'était plus un inconnu. Il était un fugitif d'un monde doré, un homme brisé par les apparences, qui avait trouvé chez elle non pas un refuge, mais une raison de croire à autre chose. Et cette vérité, si douloureuse soit-elle, les liait désormais d'une manière irréversible. Depuis la révélation, l'ambiance dans l'appartement avait changé. Ce n'était pas une tension explosive, ni un conflit ouvert, mais un silence dense, fait de 1000 pensées non dites, de précautions dans les gestes, de regards qui évitaient de s'accrocher trop longtemps. Claire avait repris ses tâches quotidiennes avec une régularité presque mécanique. Elle s'occupait des enfants, répondait à ses clientes, préparait les repas, mais son esprit était ailleurs. Les mots d'Antoine tournaient dans sa tête, mêlés aux images de l'article, aux visages souriants des enfants qui, eux, ignoraient tout du drame discret qui se déroulait sous leur toit. Antoine, de son côté, s'était enfermé dans une attitude résignée. Il restait poli, aidait quand on le lui demandait, s'occupait encore des enfants comme avant, mais on sentait qu'il se retirait lentement, intérieurement. Il savait que la fin de cette parenthèse approchait. Claire aussi. Ils n'en parlaient pas, mais chaque geste trahissait cette conscience partagée. La vérité avait détruit l'équilibre fragile qu'ils avaient construit. Puis, un matin, tout bascula. Claire était sortie avec Paul pour faire quelques courses. En passant devant un kiosque, elle jeta machinalement un regard aux unes des journaux. Et là, au centre d'une page exposée, elle reconnut une photo prise devant son propre immeuble. En bas, une légende en lettres rouges, l'héritier du bois caché chez une couturière lyonnaise, révélation exclusive. Elle sentit son cœur se figer. Elle acheta le journal, les mains tremblantes, et lut l'article sur le chemin du retour. Il y était dit qu'Antoine Dubois avait été localisé dans un quartier populaire de Lyon, qu'il vivait sous une fausse identité dans l'appartement d'une veuve, mère de 2 enfants, modeste couturière de métier.
Il y avait une description de l'immeuble, un témoignage anonyme d'une voisine, probablement Madame Perrin, et une série de spéculations sur les raisons de sa fuite, son état mental, sa relation avec Claire. Le nom de famille de cette dernière n'était pas cité, mais les détails étaient suffisants pour que les habitants du quartier devinent rapidement de qui il s'agissait. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle trouva Antoine assis sur le canapé, le visage fermé, tenant dans les mains un autre exemplaire du même journal. Il avait compris. Il n'y avait plus de doute. L'information s'était propagée. D'un murmure discret, elle était devenue une onde de choc public. Claire entra sans dire un mot, posa les sacs et s'assit en face de lui. « C'est fini », dit-il simplement. « Oui », répondit-elle, « c'est fini. » Un long silence s'installa. Puis Antoine reprit. « Je vais partir ce soir. Ils vont sûrement venir. Et je ne veux pas que vous soyez mêlés à ça. Je ne veux pas que tes enfants soient pris en photo, que toi tu sois interrogé comme si tu avais fait quelque chose de mal. Tu m'as juste aidé, et je te serai redevable toute ma vie pour ça. » Claire hocha la tête. Elle n'avait ni la force ni l'envie de discuter. Elle savait qu'il disait la vérité. Il devait partir. Et pourtant, une partie d'elle refusait cette évidence. Pas pour elle, mais pour les enfants. Pour Paul qui lui demandait souvent si Antoine allait rester dîner. Pour Léa qui lui montrait ses dessins, certaines qu'il comprenait mieux qu'elle. Mais la réalité était impitoyable. Cette vie construite sur un mensonge ne pouvait pas continuer. Antoine se leva, alla dans la chambre où il dormait et revint quelques minutes plus tard avec un petit sac. Il avait préparé son départ depuis la veille. Il savait que la fin approchait. Il tendit à Claire une enveloppe épaisse, scellée. Elle la regarda sans comprendre. « Qu'est-ce que c'est ? » »« Ce que je peux te donner. Ce que je peux faire pour vous remercier. Il y a aussi une lettre. Tu pourras la lire quand je serai parti. » Je n'ai rien demandé. Je sais, c'est justement pour ça. Il posa l'enveloppe sur la table, prit une veste, puis s'approcha des enfants. Il les embrassa, leur murmura quelques mots tendres, leur promit qu'il penserait à eux. Paul ne comprenait pas. Léa pleurait doucement. Claire resta debout, les bras croisés, incapable de dire au revoir. Antoine s'approcha d'elle, la regarda une dernière fois, sans chercher à l'étreindre, sans un mot de trop. « Merci Claire, merci d'avoir été vraie. » Et il partit. Le soir même, les rues du quartier furent envahies par des journalistes, des caméras, des curieux. Claire n'ouvrit à personne. Elle ferma les volets, fit taire le téléphone et tenta de continuer sa vie comme si rien ne s'était passé. Mais le calme n'était plus possible. Les regards dans la rue, les rumeurs, les supputations. Elle devint, malgré elle, un personnage secondaire d'une histoire qui ne lui appartenait pas. Elle laissa l'enveloppe sur la table pendant 2 jours. Elle ne voulait pas l'ouvrir. Elle avait peur. Peur de ce qu'elle y trouverait. Peur que cela remette en cause ce qu'elle croyait avoir compris. Mais un soir, alors que les enfants dormaient, et que le silence dans l'appartement lui semblait plus lourd que jamais, elle se décida. Elle ouvrit d'abord la lettre. L'écriture d'Antoine était claire, posée, sans fioriture. « Claire, je ne sais pas où je serai quand tu liras ces lignes. Peut-être déjà de nouveau traqué ou peut-être enfin libre, loin d'ici. Ce que je sais, c'est que tu as changé ma vie. Pas parce que tu m'as sauvé, ou protégé, ou hébergé, mais parce que tu m'as montré ce que je n'avais jamais vu. La dignité dans la simplicité, la force dans le silence, la vérité dans les gestes les plus modestes. Je t'ai menti, oui, par omission, par peur, par honte aussi, mais je ne t'ai jamais manipulé. Chaque mot que je t'ai dit ici était vrai, même si je t'en ai caché d'autres. Dans cette enveloppe, tu trouveras ce que j'ai pu transférer avant que tout se referme sur moi. Je n'ai pas beaucoup de liberté, mais j'ai encore ce pouvoir-là, te remercier à ma manière. Ce n'est pas un paiement, c'est un choix, un acte de gratitude. Si un jour je peux revenir, je le ferai. Non pas pour reprendre ce que j'ai laissé, mais pour retrouver ce que j'ai découvert ici. Et si tu n'es plus là, si ta vie a changé, alors je te remercierai en silence, de loin. Antoine. » Claire resta longtemps immobile après avoir lu ces lignes. Puis, elle ouvrit le reste de l'enveloppe. Ce qu'elle découvrit fit vaciller ses jambes. Elle s'assit lentement. Il y avait des documents bancaires, des transferts, une somme qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, de quoi non seulement rembourser ses dettes, mais aussi garantir un avenir stable à ses enfants. De quoi recommencer ailleurs, autrement. Elle sentit les larmes monter, mais elle les retint. Ce n'était pas du chagrin.
C'était une reconnaissance silencieuse, pas pour l'argent, pour l'acte, pour la manière. Et alors, dans ce calme irréel, elle comprit que tout n'avait pas été vain. Les jours qui suivirent le départ d'Antoine furent à la fois d'un silence déconcertant et d'un tumulte extérieur étouffant. Les médias, avides de nouvelles fraîches, exploitèrent sans relâche l'affaire de l'héritier caché chez une couturière lyonnaise. Bien que son nom complet n'ait jamais été mentionné officiellement, Claire devint très vite identifiable pour son voisinage, et le moindre de ses mouvements suscita murmures et regards prolongés. Son téléphone sonna durant plusieurs jours. Des appels de journalistes, d'inconnus curieux, de chaînes de télévision. Elle ne répondit à personne. Elle avait déjà assez donné. Et au fond, elle savait que personne ne pouvait comprendre ce qu'elle avait vécu entre ces quatre murs. Dans l'appartement, le vide laissé par Antoine était tangible. Sa tasse préférée restait sur l'étagère, son oreiller portait encore une trace discrète de son parfum, et les enfants posaient chaque jour des questions de plus en plus précises, auxquelles Claire répondait avec calme mais sans détail. Elle protégeait leur mémoire de lui, comme on protège un secret précieux que le monde extérieur serait incapable de respecter. Pourtant, tout avait changé. Pas seulement dans les habitudes du quotidien, mais dans les perspectives, dans l'idée même du futur. L'enveloppe qu'il avait laissée avec ses documents bancaires et sa lettre n'était pas un simple don. C'était un bouleversement. Claire s'était rendue à la banque discrètement, après avoir pris conseil auprès d'un notaire. La somme transférée était immense. Il ne s'agissait pas d'un geste symbolique, mais d'une véritable fortune. Antoine avait utilisé un compte personnel, difficilement traçable, et l'avait vidé en sa faveur. Le notaire, un homme d'une cinquantaine d'années au visage discret, lui expliqua que rien n'obligeait légalement à refuser ce don, et surtout qu'aucune autorité pour l'instant ne semblait réclamer quoi que ce soit. Le transfert avait été fait de manière propre, légale, et ne provenait pas d'un fonds commun de l'entreprise du bois. C'était une initiative individuelle. Et dans les conditions actuelles, personne ne semblait vouloir la remettre en cause. Claire eut du mal à dormir les nuits suivantes. Elle ne savait pas comment accepter cette somme. Elle n'avait jamais rêvé de richesse. Elle avait vécu toute sa vie à calculer chaque dépense, à faire durer le moindre centime. L'idée d'avoir maintenant les moyens de changer complètement de vie la plongeait dans une forme d'angoisse étrange. Elle avait toujours lié sa dignité à sa capacité de survivre avec peu. Que deviendrait-elle si elle acceptait cette richesse? Devenir riche par la main d'un autre, était-ce trahir ce qu'elle avait été? Ou était-ce, au contraire, reconnaître que ce qu'elle avait donné valait plus que ce qu'elle aurait jamais pu imaginer? Mais au fil des jours, une réponse s'imposa à elle, lentement, sans drame ni exaltation. Ce qu'Antoine lui avait offert n'était pas un remboursement. Ce n'était pas une dette qu'il réglait. C'était un héritage, non pas de sang ou de famille, mais de rencontres. L'héritage de ce qu'ils avaient vécu ici, ensemble, dans un espace hors du temps. Il ne lui avait pas donné de l'argent pour la remercier. Il avait simplement voulu qu'elle puisse, à son tour, faire des choix qu'il n'avait jamais eu le droit de faire. Elle commença alors à dessiner un autre avenir, pas pour fuir, ni pour effacer le passé, mais pour transformer ce qu'elle était en une version plus libre d'elle-même. Elle chercha un terrain dans une petite commune à quelques kilomètres de Lyon, un endroit paisible, loin du bruit, mais pas trop éloigné des écoles et des commerces. Elle trouva une maison ancienne à rénover, avec un petit jardin, un atelier attenant qui autrefois servait de remise, et une vue dégagée sur la vallée. Elle fit une offre, et en quelques semaines, tout fut réglé. Puis elle ferma l'appartement de Lyon, rendit les clés, et avec Paul et Léa, prit le train pour cette nouvelle vie. Les enfants, excités mais aussi troublés par le changement, découvrirent une maison qui ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient connu. Claire leur expliqua qu'ils pourraient désormais vivre plus confortablement, qu'elle allait travailler à domicile dans un atelier plus grand, qu'ils auraient un jardin pour jouer, des arbres pour grimper, et surtout, la paix. Ils comprirent à leur manière, et même si l'absence d'Antoine planait toujours, ils s'adaptèrent plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Les premières semaines dans la nouvelle maison furent marquées par le silence. Claire s'occupait des cartons, des réparations, de l'aménagement du futur atelier. Elle avait fait venir quelques ouvriers pour des travaux plus techniques, mais conservait la main sur l'essentiel. Elle voulait que cette maison porte sa marque, qu'elle soit le prolongement de ses efforts et de ses choix. Elle y installa ses machines, ses tissus, ses carnets de croquis. Et très vite, les premières commandes locales commencèrent à affluer.
Le bouche à oreille faisait son œuvre. Un jour, alors qu'elle triait de vieux carnets dans son nouveau bureau, elle tomba sur une feuille pliée, un simple mot griffonné par Antoine à une époque plus ancienne, glissé sans doute entre 2 pages. Elle le relut. Ce n'était pas une lettre, juste une phrase notée à la hâte. Je ne sais pas si je mérite ce que je vis ici, mais je ne l'oublierai jamais. Elle reposa le mot dans une boîte à l'abri, puis se leva et sortit sur le pas de la porte. Le vent tiède soufflait doucement dans les arbres. Elle observa la route qui descendait jusqu'au village, vide, calme, réel. Ce qu'elle avait vécu n'était pas un conte. Il n'y avait eu ni magie ni miracle, juste 2 vies qui s'étaient croisées à un moment improbable. 2 êtres blessés, chacun à leur manière, qui avaient trouvé dans cette collision l'occasion de se redéfinir. Il ne lui avait rien promis. Il n'avait pas cherché à la séduire. Il n'avait jamais évoqué l'idée d'un retour. Mais dans son geste de départ, dans sa lettre, dans le choix de cette transmission silencieuse, il avait laissé quelque chose de plus durable que n'importe quelle promesse, la possibilité d'un renouveau. Et cela, Claire le sentait chaque jour dans les murs de sa nouvelle maison. Pas dans le confort matériel, mais dans la certitude que, désormais, elle n'était plus une femme à qui les choses arrivaient. Elle était devenue la femme qui décidait ce qu'il adviendrait de son histoire. Le printemps arrivait lentement dans la petite commune où Claire avait refait sa vie. Les arbres, encore timides, laissaient apparaître les premières feuilles claires, et l'air frais du matin portait l'odeur de la terre retournée. Cela faisait maintenant plusieurs mois que Claire avait quitté son appartement de Lyon, laissant derrière elle les regards lourds, les souvenirs complexes, et surtout l'ombre d'un homme qui, malgré son silence, avait changé le cours de son existence. Sa nouvelle maison, nichée à l'entrée d'un village discret, ressemblait enfin à ce qu'elle avait toujours voulu, un espace paisible, utile, ancré. Le jardin prenait forme sous ses mains, et celle de Paul toujours prêt à creuser, planter, arroser. Léa avait adopté un coin de pelouse comme scène de théâtre improvisé, où ses poupées devenaient reines, dragons ou professeurs d'école. Claire, quant à elle, avait transformé l'ancien atelier en un espace de couture à la fois lumineux et fonctionnel. Les habitants du village, d'abord curieux, s'étaient peu à peu approchés. On venait la voir pour des ourlets, des retouches, parfois des créations plus élaborées. Les commandes augmentaient, mais elle choisissait de rester fidèle à un rythme humain, refusant de transformer son atelier en une entreprise froide. Elle avait gardé en elle les leçons silencieuses de cette période troublée avec Antoine. Elle avait appris à ne plus attendre de reconnaissance extérieure, à ne plus craindre d'être vue comme une femme qui avait reçu au lieu de gagner. Car ce qu'elle avait reçu n'était pas une faveur. C'était une réponse à un geste de bonté instinctive. Elle n'avait rien exigé. Elle avait simplement ouvert sa porte à un inconnu en détresse. Et ce geste, dans un monde trop souvent dominé par la peur et l'indifférence, avait déclenché une série de conséquences qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Dans le village, peu de gens connaissaient son histoire. Les rares qui savaient quelque chose, par des articles partiellement lus ou des ragots édulcorés, se taisaient par respect ou par désintérêt. Ici, Claire n'était pas la femme de l'héritier en cavale, mais simplement Madame Moreau, la couturière, la maman de Paul et Léa, celle qui souriait poliment, qui travaillait bien, qui payait ses factures à l'heure et faisait de bons gâteaux au citron. Un matin, alors qu'elle s'occupait d'un ourlet pour une robe de mariée, elle reçut une lettre glissée dans sa boîte sans timbre, sans cachet. L'écriture sur l'enveloppe lui fut immédiatement familière. C'était celle d'Antoine. Elle n'ouvrit pas tout de suite. Elle attendit d'avoir fini son travail, de ranger ses tissus, de servir le goûter aux enfants. Puis, une fois seule, elle s'assit sur le banc de la terrasse, face au jardin, et déplia le papier. « Claire, je ne sais pas si tu m'as pardonné de t'avoir laissé comme je l'ai fait. Je ne sais même pas si cette lettre te parviendra. Mais je voulais que tu saches que je vais bien. J'ai quitté la France. Je vis maintenant quelque part où personne ne me connaît, où mon nom n'a aucun poids, où je suis un homme comme un autre. Je travaille dans une ferme, pour l'instant. Je vis dans une chambre modeste, et je dors enfin sans sursauter. Je pense à toi souvent, pas avec regret, mais avec gratitude. Tu m'as montré qu'il existait des endroits où l'on pouvait être soi sans performance, sans rôle à tenir. Tu m'as tendu la main sans rien attendre, et c'est sans doute le geste le plus noble qu'un être humain puisse offrir. Je ne te demande pas de répondre, ni de m'attendre. Je voulais seulement que tu saches que ce que tu m'as offert, je le porte en moi chaque jour.
Je te souhaite une vie douce, libre, simple, une vie qui te ressemble. Antoine. Elle relut la lettre 2 fois, puis la replia soigneusement et alla la ranger dans la boîte en métal où elle conservait désormais les choses importantes. Pas les papiers officiels, mais les preuves qu'elle avait existé autrement que dans la douleur, autrement que dans la survie. Elle resta quelques instants dehors, regardant la route qui traversait le village. Depuis le départ d'Antoine, chaque nuit, presque sans y penser, elle avait pris l'habitude de jeter un œil par la fenêtre avant de se coucher, espérant, sans vraiment l'admettre, apercevoir une silhouette familière, un pas discret, un retour impossible. Elle savait qu'il ne reviendrait probablement jamais. Il avait trouvé, lui aussi, un endroit pour recommencer. Et c'était bien ainsi. Mais certains soirs, quand tout était calme, que les enfants dormaient, que le silence s'installait avec cette douceur propre aux maisons de campagne, elle s'autorisait à y penser. Pas avec douleur, pas avec espoir. Juste comme on pense à une histoire qui a compté, qui a laissé une trace. Elle regardait la route, se rappelait les nuits glacées de Lyon, les premiers mots échangés, les regards prudents, les silences chargés de secrets. Et elle souriait. Elle n'était pas devenue riche. Elle n'était pas devenue célèbre, mais elle avait conquis un espace de liberté, pour elle et pour ses enfants. Elle avait transformé un acte simple, ouvrir une porte, en un bouleversement silencieux, mais définitif. Et c'était cela, au fond, le plus grand des héritages. Quand on demandait à Paul ce que faisait sa mère, il répondait toujours avec une certitude fière « Ma maman aide les gens à se sentir bien dans leurs vêtements ». Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un jour elle avait aussi aidé un homme à se sentir bien dans sa propre vie, sans l'habiller, sans le juger, simplement en l'abritant. Et cela, aucune richesse ne pourrait jamais l'acheter ni l'effacer.